Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonjour à tous, il s'est encore passé plein de choses dans votre 20h. Oui, nous avons parlé de designers en résidence à l'université, d'un concept musical novateur, de la rencontre entre le pop art et le sacré, et aussi d'une petite scène culturelle en pleine effervescence à Ajaccio. Allez, on regarde. Allez. Je crois aux forces de l'esprit. Vital Negroni, qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à l'aventure? Ça s'est fait tout naturellement. Avec Francky, c'est plus de 20 ans d'amitié. C'est quelqu'un de très talentueux. Donc les choses se sont faites tout naturellement. Je fais partie du projet depuis le tout début, donc je suis son confident, musicien, accompagnateur, je connais toute sa vie. C'est ça. Vous le faites chanter? Tout à fait. Sa conscience parfois peut-être. Un peu trop. C'est vrai. Alors on va entendre, je crois c'est Dis-moi à peine, la numéro 7 de votre album. C'est sur la tolérance. Non, c'est sur la paix, c'est sur le thème politico, sur le conflit israélo-palestinien. Voilà. Et que je pense qu'au-delà de toute politique, je crois que le peuple doit se réunir pour la paix et non la politique. Oui, bon, quand on parle de socle commun, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Alors, vous n'êtes pas les seuls, évidemment. On peut citer Philippe Biond, Marc Duret, Xavier Ballion, Yannick Stara, Christophe Boniface, Alexandre Carte. Je crois qu'il y a 12 musiciens et chanteurs en tout qui ont participé à cet album. Oui. C'est un gros collectif quand même. Gros collectif. On est parti de petits et après nous avons élargi. Voilà, nous avons fait un beau socle et après nous avons élargi notre avec des amis. Nous avons étoffé le groupe. Voilà. Comment vous vous êtes reconnus les uns les autres? Ceux qui ont participé au projet, soit des amis de très longue date, soit des musiciens avec qui on a l'occasion, c'est souvent de jouer. Et on a fait appel aux gens, ils ont répondu oui de suite, quoi, en fait. Et je dirais qu'on s'est bien amusé. C'est vrai? Oui. Comment s'est passé? Alors vous n'avez pas composé à 12? Non. Composition, c'est principalement Francky. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir répéter au conservatoire, grâce à Philippe. Et en gros, le socle musical, c'est vraiment Francky, Philippe, Marc et moi. Et on a proposé des idées qu'on va mettre en pratique de suite au conservatoire. Parce qu'il y a un instrument à disposition de suite. Et ensuite, voilà, la couleur musicale, en fait, c'est faite comme ça. C'est vraiment nous quatre. Quoi. Comment s'est passé le travail, la collaboration? La collaboration, en fait... Bon, déjà avec Vital, comme il le disait très bien, au début, nous avons travaillé ensemble. Moi, j'ai amené les compositions, les thèmes. Et après, avec Vital, nous avons fait vraiment un travail déjà d'élagage. Et après, c'est des rencontres, en fait. Marc Duret, qui lui a apporté tout ce bagage instrument avant, notamment le doudouk et tout ça, qui s'est inséré avec nous pour le travail. Et après, la rencontre qui nous a permis un peu de professionnaliser un peu notre groupe, notre association, c'est avec Philippe Biondi, qui avec lui, nous avons décidé d'entamer l'album, le travail, et les harmonisations, les arrangements, et voilà. Vous aviez... à l'origine, une idée très précise de ce que vous attendiez ou vous vous êtes laissé surprendre par les univers des uns et des autres? C'est une très très bonne question. Écoutez, merci. Plus ou moins une idée globale sur chaque chanson, mais en fait, dans les couleurs de l'album se sont faites avec ce travail commun, au conservatoire, vraiment. Par exemple, il y a un tas de choses que je voulais faire à la guitare. J'ai entendu Philippe au piano, je dis on arrête la guitare, on fait ça au piano. On fait un essai, et puis ça a pris, tout s'est fait vraiment... Il y a une connivence, je dirais, artisanale, je dirais, dans l'écoute de l'autre, dans ce qu'il avait à proposer, que rien n'était fermé, rien n'était figé. Nous avons laissé, sur le socle de 4, nous avons laissé cette liberté d'expression, notamment dans les arrangements pour Philippe Biond, Vital, justement, qui a apporté aussi ses idées, ses couleurs. Marco, c'est pareil, avec ses idées parce que lui, il voyage beaucoup. Donc, il a amené encore plus de ce côté méditerranéen, Balkan. Et ça, nous avons réussi à faire ce milkshake et qui a très bien fonctionné. Et puis, humainement, il faut le dire,
ça se passe assez bien. Alors, on va rester sur le côté humain. Comment vous expliquez qu'encore il y a des dizaines et des dizaines de groupes, de collectifs, de formations, et pourtant on retrouve souvent les chanteurs un peu ici, un peu là. Comment vous expliquez ces passerelles qui existent entre les différentes formations? Déjà, on a une toute petite île dans laquelle il y a effectivement beaucoup de chanteurs et de musiciens. Oui, tout le monde se connaît en fait. Hein. Et je crois que dans l'ensemble, tout le monde s'apprécie, même si des fois ce sont des musiques ou des styles un peu différents. Dans l'ensemble, c'est quand même bien de faire des rencontres avec tel ou tel groupe. Bien sûr qu'il y a toujours eu des échanges. Oui. Donc, c'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Ça fait que chacun se nourrit un peu de l'autre en fait. Je pense que ça fait aussi partie de l'évolution aussi. Je pense que nous évoluons tous au gré de notre vie. Et puis un coup, on va peut-être à tel âge, on va jouer avec une personne. Et à notre âge, on va jouer avec une autre personne qu'on a connue il y a 10 ans, qu'on a pu revu, qu'on revoit, et dit bon, on joue ensemble, on fait quelque chose. Voilà. Quand on a préparé cette émission, Franck, vous m'avez dit, ils sont tous venus, on est tous venus sans ego. Ah oui, c'est sûr que c'est travail, important aussi. C'est très important parce que je pense qu'il faut axer, notamment. Après, bon, on ne casse pas du sucre, mais c'est vrai que nous avons quand même un caractère chez nous qui est assez fort. Caractériel. Voilà, caractériel aussi, mais un caractère aussi assez fort. L'ego, l'ego, la fierté qui s'entremêlent. Mais je pense que, de facto, je pense que tout le monde a compris, en tout cas sur ce projet, que l'essentiel, c'était d'avancer ensemble, sans fermer les portes à qui que ce soit. On a parlé d'enfants, mais je vais continuer à parler d'enfants avec Raoul de Van Zeveren. C'est un auteur belge, c'est aux éditions Pastel. Alors Raoul, c'est un petit loup. Il est curieux, il est malin, il est impertinent, intrépide, gourmand, et il n'arrête pas d'interroger ses parents. Il pose des questions sur tout et n'importe quoi. Les parents qui tentent à chaque fois de lui répondre sans perdre de patience. C'est pas souvent le cas. Alors, on sent que la lassitude et la perplexité est souvent là. Voilà, c'est une dizaine de petites courtes scénettes qui retracent tout simplement l'espièglerie de l'enfance face au questionnement du quotidien. C'est croqué avec beaucoup d'humour, de réalisme et des situations vécues ou que l'on connaît. Il n'y a pas de souci, on sent que l'auteur a eu des enfants. Et surtout, j'ai choisi ce petit livre parce que vous allez voir que le dessin est très clair. Il y a très peu de bulles. Il y a maximum 3 dessins par page. L'écriture est liée pour que les tout petits puissent lire. Et c'est surtout une très très belle initiation à la bande dessinée. Pour les enfants qui veulent passer du livre enfant à la bande dessinée, c'est un excellent ouvrage. Il y en a plusieurs. C'est une petite série. Et franchement, si on veut initier les enfants à la bande dessinée, Raoul, c'est ce qu'il faut. Voilà, vous allez rigoler avec vos enfants du début à la fin. Vous pourriez vous appuyer sur une BD pour travailler sur un atelier avec des enfants? C'est possible, effectivement. Par exemple, si on a une bande dessinée à ce support-là, pourquoi pas créer une petite chanson sur le thème, effectivement, du livre et du coup illustrer l'histoire par la chanson avec les enfants, oui. D'ailleurs. Jean-Pierre, on vous écoute. D'ailleurs, on a un projet avec les ateliers de chant des enfants. C'est un projet qui s'appelle Chigampem, Cantem ou Chigampem. Et donc, on va travailler avec. Là, on va partir un petit peu à l'envers. C'est quelqu'un qui va illustrer les textes qu'a écrit Rina Tougot. Et ça va être un projet d'un CD-livre avec des illustrations, justement, de textes qu'a écrit Rina. C'est destiné à des enfants et notamment aussi aux scolaires. Donc, oui, effectivement, on peut faire tout ça. On peut même le faire dans l'autre sens. Il n'y a pas de problème. Justement, Jean-Pierre Godina, la programmation de Chéline, elle est diverse et variée. Oui. Est-ce qu'il y a malgré tout un fil conducteur qui lie les artistes entre eux ou pas, tout simplement? Ah oui, il y a un fil conducteur, je vous l'ai dit, c'est déjà c'est l'insularité. Hein. Oui. Et puis après, surtout pas de barrière des genres. Voilà. Pour moi, on parlait de langue corse. Pour moi, la langue corse, elle peut être chantée avec des genres musicaux complètement différents. Et donc, pas de barrière. C'est ça, je crois, aussi le fil conducteur. Et puis, c'est aussi les artistes que je connais, que j'ai côtoyés, des amis, des gens qui le sont moins parce que je ne les connais pas assez. Et puis, des gens qui m'intéressent, des nouvelles générations, non pas que je sois très vieux, mais je dirais des jeunes qui font des choses intéressantes aussi au niveau de la création.
Ça, c'est très important. On a besoin de créateurs en Corse. On a besoin de créateurs et de créateurs qui sont pas coincés. Surtout pas pour les créateurs, ce serait dommage. Qui n'ont pas peur de s'essayer à des genres musicaux qui sont différents et qui ne reproduisent pas simplement le stéréotype de ce qui se fait depuis 20 ans, 30 ans. On a besoin de la création, je pense que c'est ça aussi. Donc ce sont des fils conducteurs, effectivement, de ce dont j'ai besoin. Et j'espère que le public aussi a besoin de ça. Et les Corses ont besoin de ça. Donc d'avoir des créateurs, des gens qui sont d'ici, qui s'essayent à des genres différents. Mais en même temps, pas simplement sur la musique. On a aussi du théâtre, puisqu'on fait en fin d'année, au mois de mai, Teatro di Maggio. Donc là aussi, on aura Livia Stromboni, on aura Patricia Gadacek. De toute façon, toute la programmation, on peut la retrouver sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux et votre site internet. En attendant, je vous propose de répondre à notre interview, je me voyais déjà. Jean-Pierre et Elena. Une scène mythique. Elena. L'Olympia. Je vais dire la même chose. Hein. T'as copié ou pas? Non, pas du tout. Un concert ou un spectacle inoubliable. Alors pour moi, c'est Muse. Muse au Stade de France. Bon, déjà, ils sont très bons. Hein, et puis bon, j'étais avec mon amoureuse, donc c'est un très bon souvenir. Voilà. Pour vous, Elena? Moi, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller voir de gros concerts, mais moi, je dirais Jean-Pierre Godina à l'Espace Diamant. Très bien. Oh, c'est un peu loin hein, de Muse, hein, ça. L'artiste que vous regrettez de ne pas avoir vu sur scène? Jacques Brel. Edith Piaf. L'artiste qu'il faut absolument voir sur scène? I Maestri, donc c'est un groupe de chanteuses corses dont fait partie Elena Maté. Et j'espère qu'on viendra vous voir à l'occasion avec quelques chanteuses. Elena, pour vous? Pour moi, j'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça. Et pour conclure, l'artiste ou le groupe que vous adoreriez recevoir à Chénine? Alors moi, j'aimerais bien recevoir les frères Bernardini, les Mouvrini, en acoustique totale, sans rien autour, juste une guitare et les deux voix. Voilà, ça oui, les Mouvrini, oui, franchement. Voilà. C'est dit, l'appel est lancé? Ben oui, s'ils entendent, Jean-François. Notre travail se rejoint sur notamment la création d'un chapelet, mais après c'est vrai que voilà, moi j'ai travaillé sur plein d'aspects, plein de slogans, God is good par exemple, Ayo pour la Vierge notamment au moment des attentats. Voilà, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en même temps donc on joue sur une identité insulaire avec la langue corse. Il y a tout un processus comme ça. Vous évoquiez votre collaboration. Vous vous êtes trouvés rapidement et facilement? Il y a des signes dans la vie. On croit au destin. Alors, on est issus un peu du même village. C'est la première racine. Ça aide. Ça, c'est incroyable. Ça peut aider, mais sans le savoir. Voilà. Sans le savoir. Montemaggiore. D'accord. Antonia. Pourquoi pas. Voilà. Hein. Et puis après, ça s'est tricoté comme ça, quoi. Donc, on a une sensibilité commune. On se comprend très vite. Même si effectivement on travaille différemment, mais ça va vite. Hein. Ouais, et puis souvent, on en parle avec Céline, mais avec d'autres gens également. Hein. Moi, je travaille avec le cœur. Voilà. Avant la notion de gagner ma vie avec mon art, il y a le cœur qui parle. Est-ce que je suis en adéquation avec cette personne? J'aime bien son feeling, sa façon de penser les choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, oui, on s'est retrouvés pour collaborer notamment sur ce chapelet. Comment concrètement, vous êtes venu avec vos dessins, vos produits? Non, c'est un coup de fil au départ, je crois. Ouais. C'est un coup de fil. Voilà. J'aime bien ce que vous faites, moi aussi. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Pourquoi pas travailler ensemble? Ok. Donc on s'est vus, on a discuté. Céline connaissait mon univers et moi je connaissais également l'univers de Céline, dit Antonio. Et le chapelet, c'est venu en fait naturellement, quoi. Ouais. C'est imposé. Oui. En fait, ça s'est fait très simplement. Hein. Comme tout ce que... je sais pas comment tu travailles, mais en tout cas, comme moi, tout ce que je fais, c'est souvent assez simple. La rencontre est assez simple au départ. Mais attention, elle n'est pas non plus gratuite, elle ne se fait pas comme ça. C'est pas simple dans la connexion. Voilà, connexion, discussion, réaction, ok. J'aime bien votre état d'esprit. Voilà. Bon, ok, d'accord, on va faire un truc ensemble. Et voilà comment ça commence. Sur les chapelets ou les objets religieux, ou en tout cas d'inspiration religieuse, vous
craignez des réactions négatives parfois du public Moi, il y a eu des questionnements de personnes plus âgées qui ne comprenaient pas comment on pouvait faire des icônes, des vierges, des saints, rose, bleu, orange, comment... Et puis, en expliquant, je crois qu'il faut tout expliquer aussi. Je crois que tout passe quand on explique les choses. Les personnes qui réalisent ces cires sont des maîtres ciriers qui datent du Xe siècle, qui ont un savoir-faire qui remonte au Xe siècle. C'est une ciergerie religieuse. Donc, si eux l'assument, on va l'assumer aussi. Et puis, c'est un savoir-faire ancestral. Donc, quand on raconte ça aux gens, quand on explique l'origine des choses, et quand il n'y a pas de vulgarité, en fait, voilà, quand on est capable d'expliquer pourquoi, et à ce moment-là, ça se passe toujours très bien. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut toujours expliquer ce qu'on... En tout cas, quand il y a une demande, pouvoir l'expliquer. Et c'est une parler de la couleur, en fait. Quand aujourd'hui on nettoie des œuvres de Michel-Angelo, etc., c'était très, on retrouve des couleurs ultra, je vais dire, pétantes. Oui. Ils étaient joyeux. Vous allez à Florence, dans certains endroits, vous avez des couleurs, mais c'est limite du fluo, quoi. Oui. Je dirais, on n'a rien touché. Du bleu. C'est uniquement un nettoyage, une petite restauration, mais on a... Et souvent, et d'ailleurs, même les cathédrales et édifices religieux, souvent, étaient... polychrome. Je veux dire, là, après avec l'usure, le temps, etc. Mais quand on renettoie l'objet d'origine ou le monument, on a des couleurs super éclatantes. Donc c'était presque des street artists, en tout cas à l'extérieur. Oui, tout à fait. Et c'est des couleurs qu'on retrouve également chez vous, qui sont très présentes chez vous, pour le coup. Maintenant, je suis inspiré par tout ce que je vois. Je veux dire, que ce soit des monuments historiques anciens et aussi des édifices contemporains. Mars, il y a une question peut-être à nos invités. Non, je trouve c'est très important, cette notion de faire comprendre la démarche artistique. Ça part d'une grande incompréhension. À chaque fois, on est devant une œuvre, on ne comprend pas. Et on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Et en art contemporain, souvent, on reste bouche bée devant une œuvre, on ne comprend pas. Donc je trouve cette démarche très très importante, d'expliquer le pourquoi on a fait cette œuvre. Mais souvent dans les expositions d'ailleurs, moi... Les gens arrivent, mais pourquoi? Ah oui, d'accord, là je comprends mieux. Et d'un seul coup, d'ailleurs c'est très important, je pense que le contact avec le public est très très important. Vous ne pouvez pas uniquement mettre vos tableaux et dire je les mets sur des réseaux sociaux, etc. À un moment donné, moi je suis là, je suis prêt à défendre mon travail parce que je sais pourquoi je l'ai fait et pourquoi il est arrivé comme ça et comment je l'ai abouti, etc. Enfin, je peux expliquer tout le processus de mes créations. D'ailleurs, je m'inscris presque dans du storytelling. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mes tableaux, il y a plein d'histoires, quoi. Et puis, il y a beaucoup d'humour. Aussi. Oui, ça fait partie de ma culture. Est-ce que cet humour-là passe facilement ou est-ce qu'il faut aussi l'expliquer? Non, j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais il n'est pas vulgaire, c'est toujours pareil. Ce qui est assez marrant, c'est que moi j'ai toujours aimé l'écriture. Alors je suis pas écrivain, mais j'ai toujours aimé l'imbrication de mots, on va dire. Et souvent, donc je trouve un titre qui va rappeler la toile, mais qu'on va pas forcément voir dans la toile. Et là, les gens souvent j'irais pas explose de rire, mais ils disent ah ouais non c'est génial. Enfin voilà, c'est bon, après c'est une culture, c'est aussi un entraînement, je pense, un peu comme tout. C'est-à-dire que quand vous allez beaucoup au cinéma, que vous faites beaucoup de visites de musées, etc. Vous vous nourrissez de plein de choses. Et moi voilà, je me suis entre autres nourri de plein d'auteurs et de plein de références, que ce soit des slogans publicitaires ou des écrivains, la BD, les comics américains, les mangas, Miyazaki, Tezuka, tous ces gens-là, Disney m'ont toujours fait rêver, quoi. Pauline Bellet, Hugo Poirier, Graziella Louise, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après la laine, le liège ou encore la terre, Fabrica Design s'intéresse cette fois-ci à la laine et à ses multiples usages. Graziella Louise, vous dirigez la fondation de l'Université de Corse qui soutient Fabrica Design avec le Fab Lab de Corté. Comment vient-on à choisir la laine comme matériau expérimental presque pour cette résidence ? Alors, on avait démarré avec le bois en 2014 et l'année suivante le liège. Et donc, l'année dernière, ça a été la terre qui a été choisie comme matériau. Et donc, en fait, on essaye de travailler autour de matériaux locaux dont on veut, en fait, développer les potentialités, les usages. Et la laine nous paraissait un matériau évident à explorer pour la Corse. Voilà, donc on a démarré cette année, donc en janvier, avec Pauline et Hugo, ce travail exploratoire autour de la laine. Donc la laine, c'est un matériau qui est assez peu exploité en Corse, pour ainsi dire plus du tout.
Alors que la ressource est bien présente. Alors que la ressource est présente, il y a eu quelques tentatives et il y a eu une volonté d'explorer la laine, mais voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est en fait évidemment renouveler son regard qu'on peut avoir sur les matériaux et leurs usages. Et donc la laine, est pleine de potentialités, tant la laine brute qu'on peut trouver comme ça, je dirais, de façon très très naturelle. Oui, la matière première, et aussi la laine filée et la laine feutrée. En fait, on verra que il y a différentes façons d'envisager en fait ce matériau. Marcel, vous aviez une remarque sur la laine, justement. Justement, parce que vous parliez de la laine, mais j'ai remarqué que depuis quelques années, la laine est revenue à la mode. On en parle beaucoup plus, on fait beaucoup plus de choses sur la laine, et notamment même au niveau des jeunes. Avant, tricoter, c'était réservé à nos grands-mères, et on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes se mettent à faire des créations avec la laine. Alors, je laisserai après parler les jeunes. Les jeunes. Moi, j'aime beaucoup la laine. C'est vrai que j'étais récemment à Lisbonne et en fait, j'ai découvert d'autres façons de travailler la laine de façon très intéressante. Par exemple, la laine feutrée qui est travaillée pour réaliser des sacs, pour réaliser des chaussures, pour réaliser de l'ameublement ou de la décoration. Et enfin, je trouve que c'est un matériau formidable qui a vraiment qui peut prendre plein de formes, ce matériau m'enthousiasme beaucoup et je pense qu'il enthousiasme aussi Pauline et Hugo. Ouais, alors justement, Pauline Bellet et Hugo Poirier, vous êtes tous deux diplômés de l'école Boulle, donc une école d'art et de design, et également de l'école nationale supérieure de création industrielle. Ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous a tant plu dans ce matériau qu'est la laine? Moi, en fait, à l'ENSI, École nationale supérieure de création industrielle, il y a 2 sections, donc la section création industrielle et la section design textile. Donc moi, j'ai étudié le design textile. Donc déjà, je suis assez familière de toutes les matières textiles et après, au-delà de la laine, enfin le matériau en lui-même, c'était le contexte de la résidence, le fait de travailler à petite échelle, potentiellement avec des artisans locaux, de découvrir un territoire, etc. Du coup, c'était un peu un tout qui m'a intéressée. Puis la laine tombait très bien cette année, puisque moi, c'est des matériaux que j'ai l'habitude de travailler. Donc, du coup, voilà. Ça tombait bien. Hugo, pour vous? Oui, moi, j'ai une formation de créateur industriel. Et c'est vrai que pendant nos parcours à tous les deux, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup, on avait beaucoup d'affinités avec le fait de partir de la matière pour développer des projets. Pas partir d'un usage ou d'une demande particulière, mais vraiment pour se laisser le temps d'expérimenter pendant une longue période autour d'un matériau. Et en fait, c'était le moment idéal, c'était une belle opportunité de continuer ce travail de recherche qu'on avait déjà engagé dans nos cursus respectifs. Et ensuite, on a décidé aussi de postuler à 2 parce que on a du coup un profil assez complémentaire et 2 visions qui peuvent se croiser, et je pense que ça peut être intéressant pour déplacer aussi le regard qu'on peut avoir sur ce matériau et proposer des choses différentes de ce qui se fait, de ce qui peut se faire aujourd'hui, pardon. Justement, alors quelle est la nature de ce projet commun que vous avez présenté? Le dossier de Partimo, en fait, on a découvert la résidence en voyant les films justement des années précédentes, et puis on a monté un dossier avec notre book. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que designer textile, je travaille beaucoup le volume, enfin l'objet. Donc déjà, il y a un petit pont qui se fait. Et Hugo travaille pas mal les matières textiles. Donc du coup, déjà, il y avait des complémentarités. Oui, des passerelles entre vous, déjà. Et du coup, on a monté un dossier et on a commencé à réfléchir aux pistes potentielles de réflexion. Et on s'est tout de suite mis dedans parce que ce qui aurait été le plus frustrant, c'est que comme les pistes nous intéressaient... et qu'on avait déjà plein d'idées, ça aurait été frustrant de ne pas les réaliser. Donc on est assez rapidement rentré dedans, même en faisant le dossier en fait. On a commencé à faire des croquis, des recherches d'images. Vous avez déjà bien avancé le travail. La sélection était comme une évidence de ce dossier-là, de candidature, Graziella? Il y avait de très belles candidatures. C'est vrai qu'on a un jury toujours très exigeant. Composé aussi de designers, là aussi de stylistes, et aussi de gens qui sont très investis dans l'artisanat en Corse. Et c'est vrai, alors je ne devrais pas leur dire, mais qu'il y a eu une quasi-unanimité parce que on sentait qu'ils étaient déjà très 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 investis par ce projet de résidence.
Alors Marie-Ange, c'était plutôt sympathique. Mais moi j'ai passé de très bons moments. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur France 3 Corse via Style.